Bonjour à tous, j'espère que tout le monde a pu se connecter. Merci à tous de vous être connectés de ce matin, hein. On devait commencer à 10 heures, on a attendu quelques petites minutes. Je me présente, je m'appelle Franck Desjean, je travaille au laboratoire de l'ITERG et à l'ITERG plus généralement depuis une quinzaine d'années, et je suis actuellement responsable du département analyse et expertise. Je suis ingénieur en lipochimie, chimie des lipides. Je vais vous parler pendant quelques dizaines de minutes, environ 30 minutes, des constituants mineurs naturels des huiles végétales. C'est une présentation que l'on peut faire en plusieurs heures, plusieurs jours. J'exagère un peu, plusieurs jours, plusieurs heures. Donc voilà, hein, j'ai essayé de condenser, d'aller à l'essentiel pour vous présenter, je dirais, les constituants mineurs les plus communs. Hein. Alors, une huile, elle est constituée de triglycérides. Hein, vous voyez cette composition panoramique des huiles végétales. Elle est constituée, donc une huile constituée de triglycérides, de 95 à 99% de triglycérides, de constituants mineurs et d'indésirables. Parmi les indésirables, on trouve de l'eau, les impuretés, les protéines, métaux, etc. Parmi les constituants mineurs, on a les constituants mineurs naturels qui nous occupent aujourd'hui, mais également les constituants mineurs de dégradation, les acides gras libres, dégradation hydrolytique, les aldéhydes, les hydroperoxydes, dégradation oxydative, dégradation thermique, principalement les polymères. Et nous avons également des contaminants, métaux, phytosanitaires, dioxines, HAP, etc. Donc, ce qui nous occupe aujourd'hui, ce sont les constituants mineurs naturels, ne pas confondre avec les constituants mineurs de dégradation et les contaminants. Nous avons principalement deux classes. Donc c'est une présentation, elle vaut ce qu'elle vaut. Il existe plusieurs compositions panoramiques. J'ai choisi celle-ci, mais il en existe bien d'autres. Donc deux classes de constituants mineurs naturels. L'insaponifiable, la fraction insaponifiable, que l'on appelle souvent l'insaponifiable, de 0,1 à 3%, et les lipides polaires. Les lipides polaires, ce sont des lipides qui sont plus polaires que les TG, les triglycérides, qui sont très apolaires et qui sont insolubles dans l'acétone. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'analyse insoluble à l'acétone, qui permet de doser pas simplement les phospholipides, mais les phospholipides, les glycolipides et les sphingolipides. Voilà, j'insiste bien sur l'insoluble à l'acétone, ce n'est pas une teneur en phospholipides, c'est une teneur en lipides polaires. Voilà. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, ce sont ces lipides polaires avec les glycolipides qui contiennent un sucre, des molécules qui contiennent un sucre, les sphingolipides, une molécule qui contient un groupement sphingosine, et on va s'attarder, comme je vous l'ai dit, on n'a pas quelques heures devant nous, plutôt quelques dizaines de minutes, on va s'attarder sur les glycérophospholipides, voilà, les phospholipides en général. Dans les huiles brutes, je dis bien dans les huiles brutes, on a des teneurs relativement variables de phospholipides. Ces teneurs varient notamment en fonction du procédé d'obtention de ces huiles. Selon qu'on les obtient par pression à froid, peu de phospholipides entraînés, un peu plus en pression à chaud ou à l'extraction avec une extraction solvant principalement l'hexane. C'est la raison pour laquelle, par exemple, pour le soja, on a des teneurs en phospholipides dans les huiles brutes un petit peu plus importantes que les autres. On retiendra qu'environ 1% de phospholipides sont contenus dans le tournesol, dans le colza. Là, on parle de teneur en phospholipides, on ne parle pas de teneur en phosphore. Dans les cahiers des charges, on peut
on peut s'attendre à retrouver des teneurs en phosphore. Il y a un facteur 25, on divise par 25 la teneur en phospholipides pour avoir à peu près la teneur en phosphore. Plutôt inversement, teneur en phosphore multipliée par 25, on obtient la teneur en phospholipides. Alors, on a vu qu'on avait des teneurs en phospholipides un petit peu élevées dans les huiles brutes. On a tendance à les éliminer. Pourquoi? Parce que ces phospholipides entraînent un trouble dans ces huiles. Donc, la ménagère ou la personne qui va acheter les huiles en grande surface va avoir du mal à acheter des huiles troubles. Elle va se dire, il y a un problème d'oxydation, ça va sentir le rance, etc. Donc, on va éliminer ces phospholipides, on va les amener à des teneurs en phosphore inférieures à 3 ou 5 ppm, 5 mg par kilo, pour éliminer cet effet de précipitation et ce trouble. On les élimine également parce que lors du raffinage, ça provoque des émulsions au lavage ou de la mousse lorsqu'on sèche les huiles. Ça désactive également les terres décolorantes, donc la capacité décolorante des terres en est lourdement affectée. Si on veut hydrogéner les huiles, c'est un problème également puisqu'on va empoisonner les catalyseurs d'hydrogénation. C'est la raison pour laquelle on parle de dégommage ou de démucilagination, dégommage ou démucilagination de ces huiles brutes pour obtenir des teneurs en phospholipides relativement faibles. L'exemple suivant, c'est du soja, mais ça peut convenir à d'autres huiles brutes. On va éliminer ces phospholipides par ajout d'eau, quelques pourcents d'eau, à 80 degrés environ, 70 à 80 degrés. On agite et ensuite on centrifuge. On va obtenir d'un côté l'huile brute de soja dégommée et de l'autre côté des gommes hydratées avec, vous voyez, beaucoup d'eau. On va éliminer rapidement cette eau pour éviter les hydrolyses, l'altération, limiter l'hydrolyse, limiter l'apparition d'acidité oléique, et on obtient ainsi des lécithines brutes qui contiennent des phospholipides, des TAG, des triacylglycérols, des triglycérides, un petit peu d'eau et des glycolipides, des lipides polaires, des impuretés. Ces lécithines brutes, on va les façonner, on va les raffiner, même si ce n'est pas tout à fait le terme, on va les façonner pour obtenir des lécithines standards, décolorées, je ne sais pas si vous en avez vu, mais un petit peu visqueuses, voire même très visqueuses, ou lécithines déshuilées. Là, les lécithines sont sous forme de poudre. Là, on élimine les triglycérides, on monte à des teneurs de phospholipides de l'ordre de 90%, ou on peut les fractionner. Voilà, je ne sais pas si cette diapositive est très visible, mais simplement pour vous dire qu'il n'existe pas une lécithine sur le marché. Si vous voulez acheter de la lécithine, il n'existe pas une seule lécithine sur le marché, mais il existe une multitude de qualités de lécithine. Des lécithines déshuilées, on vient de le voir, on élimine les triglycérides et les glycérides partiels. On va les fractionner pour l'enrichir en phosphatidylcholine, PC c'est phosphatidylcholine. On peut les acétyler, on peut les hydrogéner, on peut les hydroxyler, on peut les acétyler. Voilà, donc leur conférer des propriétés, je dirais, rhéologiques et des propriétés, enfin des polarités différentes. Donc quand on vous parle de lécithine, il n'y a pas qu'une qualité de lécithine, il y a une multitude de qualités de lécithine. La particularité des phospholipides, c'est qu'ils sont amphiphiles. Donc les phospholipides constitutifs des lécithines, on les a éliminés des huiles brutes pour une question de trouble principalement. Les phospholipides sont des molécules amphiphiles. Ils sont à la fois hydrophiles et lipophiles. Ils ont une affinité pour l'huile de par la présence de deux acides gras, les deux acides gras que l'on voit sur le glycérol, estérifiés sur le glycérol, et ils ont une affinité pour l'eau, une certaine polarité hydrophile, avec l'acide phosphorique et associé de la choline, de l'éthanolamine, de la sérine
de l'inositol ou un hydrogène. On va, selon l'association de choline, on va appeler ces phospholipides de la phosphatidylcholine. Si c'est de l'éthanolamine, on va appeler ça de la phosphatidyle-éthanolamine, etc., etc. On parle également, je passe rapidement sur les lysophospholipides. Les lysophospholipides, ce sont des phospholipides qu'on a hydrolysés un acide gras ou deux acides gras, principalement un acide gras. Voilà, donc propriétés amphiphiles de ces molécules, à la fois hydrophiles et lipophiles. On parle d'une tête polaire et d'une queue apolaire. Ce qu'il faut retenir dans les compositions des phospholipides, donc des lécithines végétales, c'est que la phosphatidylcholine est le phospholipide majoritaire dans les huiles végétales. Voilà. Simplement ce slide pour vous montrer que la phosphatidylcholine, PC, est majoritaire. Cette présentation des lécithines de soja, cet histogramme, montre la variabilité de la composition des lécithines de soja, de tournesol, etc. Il n'existe pas, comme pour les huiles, je dirais, vous regardez le Codex Alimentarius, les acides gras ont une variabilité selon leur provenance, selon le climat, selon la variété, etc. Vous avez une variabilité de la composition en acides gras. Vous avez également une variabilité de la composition en phospholipides des lécithines et des phospholipides en général contenus dans les huiles brutes ou vierges. Avec majoritairement quand même, on retrouve la phosphatidylcholine comme je vous le disais précédemment. J'insiste aussi sur le fait que les acides gras que l'on retrouve estérifiés sur les phospholipides, les deux acides gras présents sur les phospholipides, sont de même nature que les acides gras présents dans les triglycérides. Donc c'est la raison pour laquelle, pour l'huile de soja, on retrouve du C18,2 majoritaire, un peu de C18,1 et du C18,3. Si ça avait été le colza, on aurait eu majoritairement du C18,1, un peu de C18,2 et également du C18,3. Donc, acides gras des phospholipides sont comparables aux acides gras présents sur les triglycérides. Je vous ai parlé des propriétés amphiphiles, donc à la fois une tête polaire, une queue apolaire. On utilise ces lécithines, ces phospholipides pour leurs propriétés émulsifiantes, antimotants, agents mouillants, agents de démoulage, antiracissements, etc. On les utilise également comme liposomes, vecteurs de molécules d'intérêt. C'est simplement un exemple parmi les différentes utilisations. On a également un rôle antioxydant, anti-inflammatoire, liporégulateur. Les phospholipides peuvent notamment moduler le métabolisme des lipides et leur conférer donc ces effets, liporégulation, antioxydant et anti-inflammatoire. Donc deux utilisations, nutraceutique, alimentaire, je dirais, et en tant qu'ingrédient, propriétés émulsifiantes, par exemple. J'ai oublié de vous préciser que si vous aviez des questions, j'y répondrai dans 10 minutes, un quart d'heure maintenant. Voilà, je reviens sur la composition panoramique. On a vu les lipides polaires, on vient de voir les lipides polaires avec principalement les phospholipides. Là, on va s'attacher à l'insaponifiable, fraction insaponifiable de ces constituants mineurs naturels. La fraction insaponifiable d'un corps gras comprend les constituants qui, après hydrolyse basique, appelons ça une saponification à chaud, sont très peu solubles dans l'eau, mais par contre solubles dans les solvants, tels que l'éther éthylique, l'hexane, par exemple.
La proportion et la constitution d'un saponifiable va dépendre de l'origine biologique, des traitements, raffinage ou non, et également des solvants d'extraction. D'un point de vue analytique, une teneur en un saponifiable à l'hexane va être légèrement plus faible qu'une teneur à l'éther. Donc quand vous demandez à l'ITER ou à d'autres laboratoires une teneur en un saponifiable, précisez bien que vous souhaitez une teneur à l'éther ou à l'hexane. Principalement, c'est la teneur à l'éther qui est retenue. Voilà, des teneurs de l'ordre de 1% pour le colza, par exemple, de l'ordre de 1%. On peut rencontrer des teneurs supérieures dans les huiles de karité ou d'avocat non raffinées. L'obtention de cet insaponifiable en production industrielle se fait par distillation, déodistillation, distillation moléculaire, donc avec un vide un petit peu plus poussé, et ou par saponification et extraction. L'insaponifiable, fraction insaponifiable, deux sous-classes, je dirais, les composés aliphatiques et les composés terpéniques. Parmi ces composés aliphatiques, nous retrouvons les hydrocarbures d'origine naturelle, carbone impair, nombre de carbone impair, à ne pas confondre avec les hydrocarbures d'origine minérale. Vous avez sûrement entendu parler de MOSH, Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, ou des MOA, l'équivalent en aromatique. Donc ne pas confondre ces hydrocarbures d'origine naturelle, nombre de carbone impair, avec les hydrocarbures à nombre de carbone pair, les MOSH et les MOA. Les alcools, nous retrouvons également des alcools gras, ne pas confondre non plus l'alcool méthylique ou l'alcool ou l'éthanol, qui ont quelques carbones. Là, nous sommes plutôt sur des nombres de carbone de 16 à 20 carbones. Et également, nous avons des cires qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre ces cires vraies qui sont présents notamment dans l'huile de tournesol, qui sont des cérides, qui sont des composés, qui sont des esters composés d'acides gras et d'alcool gras. Ne pas les confondre, ces cires vraies, on appelle ça les cires vraies en chimie des lipides, avec par exemple la cire d'abeille, ou la cire de candélila, ou la cire de carnauba, qui sont constituées de nombreuses molécules différentes, des acides gras libres, des alcools, des hydrocarbures, des stérols, des diols, des lactones, des flavones, etc. Donc ne pas confondre ces cires vraies avec les autres cires d'abeille, de candélila, etc. L'huile de jojoba a une particularité. Je vous disais que les huiles végétales étaient constituées principalement de triglycérides. Eh bien, ce n'est pas le cas pour l'huile de jojoba, puisqu'elle est constituée principalement de cires, d'esters d'alcool et d'acides gras, C36 à C46. Voilà, donc c'est une particularité de l'huile de jojoba. Donc, d'un point de vue analytique, c'est très facile de reconnaître une huile de jojoba adultérée, avec plusieurs pourcents, je dirais. C'est qu'on va retrouver 5, 10, 15% de triglycérides dans l'huile de jojoba si elle a été additivée avec par mégarde, avec de l'huile de tournesol, par exemple. Les teneurs en cire sont variables dans les huiles végétales. Une huile de tournesol décortiquée en contiendra moins, puisque les coques de tournesol étant riches en cire, l'élimination de ces coques va rendre l'huile semi-raffinée moins riche en cire. Après les composés aliphatiques de l'insaponifiable, nous avons les composés terpéniques avec les pseudocycliques, presque cycliques, presque constitués de squalène et de lycopène. La teneur en squalène des différentes huiles végétales
J'ai mis en rouge l'huile d'olive qui, parmi les huiles, je dirais, classiques, en contient des teneurs les plus importantes, hein, de l'ordre de 0,3 à 0,7%. On les voit sur les compositions en acides gras. C'est un pic que l'on identifie, hein, sur une simple composition en acides gras, de par sa teneur un petit peu élevée, hein, par rapport aux autres huiles végétales. Il n'y a pas l'huile d'amarante sur ce tableau, hein, c'est une huile que l'on peut retrouver dans les pays de l'Est, qui sont produits dans les pays de l'Est, qui peut contenir quelques pourcents de squalène. L'origine du terme squalène, hein, provenant du requin, hein, d'abord découvert dans les huiles de foie de requin. Squalène. Les pseudo-cycliques, on vient de les voir, le squalène et le lycopène. Les cycliques avec, alors, pardon, j'ai été un peu trop rapide. Voilà. Les constituants terpéniques cycliques. Alors, vous avez les alcools triterpéniques, vous avez les méthylstérols, les stérols, les vitamines liposolubles, la provitamine A, la vitamine D et la vitamine E principalement, hein, les vitamines liposolubles. Alors, on n'a pas le temps d'aborder les alcools triterpéniques ni les méthylstérols, donc on va s'attacher principalement, exclusivement même, aux stérols et à la vitamine E, les tocophérols, qui sont les majoritaires des constituants de l'insaponifiable. Les phytostérols, les stérols représentent 40 à 70% de l'insaponifiable, donc vous voyez, c'est une part non négligeable de la fraction insaponifiable. Ils sont composés de 4 cycles, auxquels on rajoute donc 4 cycles, stérocycles, auxquels on rajoute une chaîne latérale qui peut être saturée ou comporter une ou deux doubles liaisons. Ils sont sous forme libre ou estérifiée. Ils sont spécifiques d'une huile, je vais y revenir, et le bêta-cytostérol est majoritaire. Comme on avait la phosphatidylcholine majoritaire dans les huiles végétales, nous avons le bêta-cytostérol majoritaire dans les huiles végétales pour les stérols. La composition stérolique est spécifique d'une huile. On peut appeler ça la carte d'identité d'une huile. Nous observons une grande variation des teneurs dans les huiles végétales. C'est l'huile de germe de blé qui en contient le plus. L'huile de colza est intéressante d'un point de vue nutritionnel, hein. Vous voyez, avec sa teneur relativement importante en stérol, et contient également des oméga 3, hein, de l'acide linolénique, alpha-linolénique. Les phytostérols possèdent une analogie de structure avec le cholestérol. Ils rentrent donc en compétition avec celui-ci, avec le cholestérol, et aurait un rôle hypocholestérolémiant, diminution du LDL de cholestérol dans le sang, pour des apports journaliers entre 1,5 et 3,5 g de phytostérol. C'est la raison pour laquelle il existe sur le marché, par exemple, des matières grasses tartinables ou des yaourts enrichis en phytostérol pour apporter son rôle hypocholestérolémiant. Donc un intérêt important. Je vous disais tout à l'heure que le bêta-cytostérol était le majoritaire dans les huiles végétales, hein, ça se confirme dans ce tableau. C'est également la carte d'identité, hein, des huiles, je vous le disais également. Je vais prendre simplement un exemple. Vous voyez, le colza contient du brassicastérol que ne contiennent pas, par exemple, le soja ou le tournesol. Donc, si on veut vérifier qu'il n'y a pas de colza dans de l'huile de tournesol, on peut réaliser notamment l'analyse des stérols pour vérifier l'absence ou des teneurs relativement faibles, inférieures à 0,2 ou 0,3%, de brassicastérol dans le tournesol. Les tocophérols ou vitamine E représentent 10 à 30% de l'insaponifiable, donc c'est pas négligeable non plus.
Cette composition, comme pour les stérols, est spécifique d'une huile. La vitamine E est le terme générique utilisé habituellement pour désigner les différents tocophérols, mais elle recouvre en fait 8 molécules différentes, 4 tocophérols, et les tocotriénols, avec la particularité d'avoir 3 doubles liaisons sur la chaîne latérale. Les tocophérols et tocotriénols ont ce même noyau tocol, noyau de base. Un slide relativement important et intéressant. Il ne faut pas confondre l'effet antioxydant pour une huile et le pouvoir vitaminique E pour les cellules. La forme gamma et delta tocophérol va être intéressant pour antioxyder vos huiles ou vos formulations. Alors que si vous voulez apporter un pouvoir vitaminique à vos formulations, vous allez plutôt vous attacher à enrichir en alpha-tocophérol. Pour résumer, gamma et delta-tocophérol, antioxydation des huiles, alpha-tocophérol, pouvoir vitaminique. Ce tableau pour vous présenter rapidement les formes majoritaires présentes dans les huiles végétales. On va présenter le tournesol avec majoritairement de l'alpha-tocophérol, donc un pouvoir vitaminique important pour l'alpha-tocophérol. Pour le soja, un potentiel antioxydant de par la présence de gamma et delta-tocophérol, et le germe de blé, la présence importante d'alpha-tocophérol, donc un pouvoir vitaminique intéressant pour cette huile de germe de blé. Pour les industriels, ce qui est important également, c'est l'affichage d'une allégation source de vitamines. Il faut apporter 15% de l'apport journalier recommandé, c'est-à-dire 12 mg pour 100 g d'huile, soit 1,8 mg. Pour une allégation riche en vitamine E, c'est 30% de l'AJR, l'apport journalier recommandé, pour 100 g d'huile. Donc, toutes les huiles végétales sont sources de vitamine E, et la plupart, la grande majorité, sont naturellement riches en vitamine E. Je finis, j'ai parlé beaucoup de nutrition, d'antioxydation, simplement également le rôle dermocosmétique de la fraction insaponifiable, avec un effet hydratant et émollient de la saponifiable avec principalement les cires, le squalène, le carithène que l'on retrouve dans le beurre de karité, l'effet anti-inflammatoire des phytostérols pour la peau, et l'effet anti-oxydation, anti-lipoperoxydation de la vitamine E et de la provitamine E, vitamine A, qui permet de piéger les radicaux libres, qui protègent les membranes et qui préviennent le vieillissement cutané. Donc, la fraction insaponifiable a un intérêt en nutraceutique, mais également en cosmétique. On arrive à la fin. Je rappelle donc que les constituants mineurs naturels, il y a deux grandes classes de constituants mineurs naturels. Les lipides polaires, avec principalement les phospholipides, et également la partie insaponifiable, avec des alcools gras, des hydrocarbures naturels, les cires, et bien sûr les stérols, tocophérol, alcool terpénique, caroténoïdes, vitamines liposolubles en général. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai à peu près tenu le temps. Vous avez mon adresse mail, f.desjean@iter.com. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vais, si vous avez des questions, par la suite, demain, après-demain, la semaine prochaine. Alors, je vais essayer de lire les questions. Alors, si vous en avez. Alors,
Je ne vois pas de questions pour le moment, ou je ne sais pas les voir. Alors, j'en vois une, mais j'ai du mal à lire. Alors, est-ce que les glycolipides sont éliminés lors du raffinage, tout comme les phospholipides? Oui, effectivement. Alors, de par leur polarité, hein, comme pour les phospholipides, hein, donc je répète la question, excusez-moi, est-ce que les glycolipides sont éliminés lors du raffinage, comme les phospholipides? Oui, de par leur polarité, lors de la, je dirais, de la démucilagination, du dégommage, hein, du contact avec de l'eau, on peut éliminer une partie de ces glycolipides. Oui, pas entièrement, hein, selon la polarité de ces glycolipides, mais effectivement, on peut les éliminer. On peut également, pour les molécules les moins lourdes, les éliminer partiellement en désodorisation, hein, lors de la désodorisation, désodorisation sous vide. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Ah. Alors, j'ai du mal à lire les questions, je suis désolé. Quelle différence entre pouvoir antioxydant et pouvoir vitaminique? Alors, le pouvoir antioxydant, c'est pour les huiles. On parle de pouvoir antioxydant pour les huiles. On va protéger l'huile de l'oxydation, alors que le pouvoir vitaminique, on va protéger le corps, si vous voulez, les cellules de l'oxydation. Donc, d'un côté, l'alpha-tocophérol pour protéger les cellules de l'oxydation du corps, et de l'autre côté, les formes bêta et gamma pour le pouvoir antioxydant, pour protéger les huiles, si vous voulez. Voilà. Donc, si vous voulez protéger vos huiles de l'oxydation, préférez ajouter des formes gamma, delta, tocophérol que de l'alpha-tocophérol. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. J'insiste, hein, surtout n'hésitez pas à me contacter par mail hein, dans les prochaines heures, les prochains jours. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que j'ai été clair. Si je ne l'ai pas été, appelez-moi. Merci. Bonne journée. Au revoir.